À votre écoute. Bruxelles, le 28 février 2003, locaux du Conseil de l'Union européenne. Un dérangement fut constaté dans l'appareillage téléphonique d'une cabine de traduction du bâtiment Just Lips. Un technicien arriva pour trouver la cause du problème et découvrit des fils superflus connectés à une boîte noire inconnue. Après l'avoir désossé, il comprit qu'il s'agissait d'un matériel d'écoute et alerta les services de sécurité. Une fouille complète des bâtiments fut alors ordonnée. En tout, 5 boîtiers suspects furent découverts, tous reliés au système de traduction simultanée et au réseau téléphonique. Étaient concernées les cabines des délégations autrichiennes, allemandes, britanniques, espagnoles et françaises. Le Français Pierre de Boissieu, alors numéro 2 du Conseil, déclara aux ambassadeurs que l'équipement avait été placé juste avant ou juste après l'inauguration du bâtiment en 1995, voire pendant sa construction, puisqu'un boîtier au moins était encastré dans le béton. Autrement dit, les délégations européennes étaient sur écoute depuis 8 ans. On avait l'impression de se retrouver aux plus belles heures de la guerre froide, lorsque les ambassades occidentales à Moscou étaient truffées de micros dès leur construction. Qui serait aujourd'hui capable d'une telle intrusion ? L'enquête s'orienta très vite vers la firme qui avait installé en 1994 les systèmes de traduction. Converse Infosys Limited Company était une firme d'origine israélienne, bien connue dans le secteur des télécoms. Le marché des matériels et logiciels d'écoute téléphonique a pris son envol aux États-Unis au milieu des années 1990. Une loi votée en 1994 faisait obligation aux compagnies téléphoniques de modifier leur réseau de façon à pouvoir offrir aux services américains un accès immédiat à toute conversation sur simple présentation d'un mandat judiciaire. Dans les semaines qui suivirent le 11 septembre 2001, le président Bush émit un ordre exécutif secret qui donna le signal à une explosion des écoutes en territoire américain. Cette fois, les mandats n'étaient plus nécessaires. Il existait désormais un marché pour des logiciels de surveillance de masse combinant capacité d'interception illimitée et techniques avancées de data mining. Ces outils n'étant pas des armes de guerre, leur exportation était autorisée à tout gouvernement étranger, si dictatorial et répressif soit-il. À cette époque, les 2 principaux opérateurs de télécom américains, AT&T et Verizon, décidèrent de sous-traiter les écoutes sur leur réseau à 2 sociétés privées. Toutes 2 entretenaient des liens peu limpides avec les services secrets israéliens. Chaque jour, les compagnies de télécom recevaient de la NSA, National Security Agency, en charge de la surveillance des communications partout dans le monde, une liste d'individus à mettre sous surveillance. Toutes leurs communications téléphoniques et Internet étaient alors transmises aux ordinateurs d'une pièce secrète, inaccessible à leurs employés. Les installations de cette pièce étaient entièrement sous la responsabilité du sous-traitant en charge des écoutes, la société Verint pour Verizon et Narus pour AT&T. Après analyse et classement, les communications étaient ensuite transmises à un service du FBI installé dans les locaux de l'académie du FBI à Quantico, en Virginie. Les logiciels de Verint et de Narus ont ainsi accès quotidiennement à des milliers de conversations et emails, à la fois sur le plan national et international, 24 heures sur 24. Alors que les services du FBI sont eux-mêmes soumis à une inspection interne, il peut paraître surprenant qu'aucune surveillance ne soit exercée sur ces sociétés privées. Narus a été créé en 1997 avec le soutien d'une société de capital risque israélienne par 5 jeunes prodiges de l'Internet qui ne mentionnent pas dans leur biographie officielle leur passé au sein du Haman, dont ils auraient pourtant tout lieu d'être fiers. Verint a aussi été fondé par un ancien officier du Haman, Jacob Alexander, fils de Zvi Alexander, qui fut un puissant homme d'affaires. Il collaborait notamment avec Mark Rich et dirigea la Société nationale israélienne du pétrole. Après avoir quitté le renseignement militaire, Jacob Alexander devint banquier d'affaires à New York. Il créa ensuite une société de messagerie vocale en Israël avec des fonds publics. 4 ans plus tard, de retour à New York,
il lançait une nouvelle société dans le domaine des services de téléphonie, Comverse. Sa recherche et développement se faisaient en Israël. Et elle produisait des résultats. Comverse lança ainsi un service de surveillance numérique qui envoya au musée des Antiquités le magnétophone à cassette. La machine pouvait enregistrer des centaines de conversations au format numérique, stockées dans un disque dur. Très vite, la société rencontra le succès, et Jacob fut célébré dans son pays comme un héros des affaires. Après le 11 septembre, le marché de la sécurité explosa grâce à la guerre contre la terreur. Comverse rebaptisa sa principale filiale Verint, et sa valorisation s'envola vers les sommets. La société avait désormais des milliers de clients dans une centaine de pays. Mais il lui en manquait un d'importance. Alexander recruta un ancien directeur de la NSA au conseil d'administration. Bientôt, la NSA devenait un de ses clients, attirant à son tour d'autres services étrangers. Convaincu par ses références impeccables, la deuxième compagnie de télécom du pays, Verizon, choisit Verint comme sous-traitant pour ses écoutes. Via ses clients du monde entier, et grâce à Verizon, Verint avait désormais accès à une part importante des données vocales et numériques circulant sur les réseaux internationaux. Elle disposait de capacités de stockage quasi illimitées pour archiver ces données. Et ses dirigeants pouvaient accéder aux archives à distance de partout dans le monde. Cette situation troublante fut mise en lumière par une commission d'enquête australienne. Le gouvernement australien était l'un des nombreux clients de Verint et trouvait anormal de ne pas avoir un accès permanent et direct aux données archivées pour son compte, alors que les dirigeants de Verint n'avaient pas ce problème. Verint promit de corriger cela. En pleine expansion, Verint avait contribué à la création d'une société par certains de ses cadres. Persei proposait un logiciel sophistiqué permettant de retrouver dans un corpus de milliers de conversations téléphoniques une voix en particulier dès qu'elle apparaissait. Au conseil d'administration de Persei, on notait le nom d'Ari Knir, un ancien responsable du Shin Bet, tandis que le soutien financier de Persei, Athlon Global Security, comptait dans son conseil l'ancien patron du Mossad, Ephraim Halevi. La réputation du renseignement israélien repose en grande partie sur sa capacité à activer des sources bien placées partout dans le monde. Mais il ne faut pas négliger leur système d'écoute très sophistiqué, logé dans la fameuse unité 8200 du Haman, qui essaime dans toute l'industrie de l'Internet et des télécoms. Les anciens de l'unité 8200 travaillent aujourd'hui presque tous dans la haute technologie, où leurs savoir-faire sont appréciés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont créé des sociétés, dont certaines sont cotées à Wall Street. Elles utilisent souvent des technologies développées par l'armée, puis adaptées par leurs spécialistes pour des usages civils. Un ancien dirigeant de l'unité 8200 affirme que le principal produit de Comverse est basé sur une technologie développée par l'unité 8200. Quel avantage y a-t-il à laisser filer dans le secteur privé des développements qui ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables israéliens pour le profit d'un seul entrepreneur? En 2004, Verint a acquis un autre business fondé par un ancien de l'unité 8200. Ectel commercialise des solutions de surveillance en temps réel des réseaux de communication à destination des agences gouvernementales. Selon Verint, cette acquisition lui donnait accès à de nouveaux marchés en Asie et en Amérique latine. Le PDG d'Ectel, Iyar Cohen, dirigeait l'unité 8200 au moment des attentats du 11 septembre. Jamais en retard d'un bon recrutement, Verint a également embauché un haut responsable du FBI, ancien chef du bureau de liaison avec l'industrie des télécoms. Mais en 2006, la belle histoire de Verint et de son fondateur Jacob Alexander s'est quelque peu ternie. Le département de la justice américain était en effet sur le point d'inculper le jeune patron pour avoir, avec la complicité de 2 dirigeants, antidaté des millions de stock options de Comverse et réalisé ainsi un profit supposé de 138 millions de dollars sur le dos des actionnaires. Alexander n'était pas précisément à la rue. Il gagnait déjà plus de 100 millions de dollars par an,
ce qui en faisait un des patrons les plus surpayés de l'industrie des télécoms, selon le très libéral magazine Bloomberg. Paniqué à l'idée d'aller en prison, Alexander fit virer le contenu de son compte en banque, soit 57 millions de dollars, vers une banque israélienne et s'enfuit avec sa famille en Israël. Mais cela ne le garantissait pas contre une extradition, car contrairement à une idée répandue, il existe bien un traité d'extradition entre les États-Unis et Israël. Il décida donc de s'exiler en Namibie, où il essaya de devenir un investisseur et un philanthrope. Pendant ce temps, il faisait son apparition sur la liste des hommes les plus recherchés du FBI et sa fiche était diffusée par Interpol. Ses deux complices arrêtés, Comverse et Verint, étaient exclus des valeurs cotées au Nasdaq. La liste des pays qui utilisent les systèmes de Narus et de Verint est impressionnante. Outre les États-Unis et l'Europe, on y trouve la Chine, le Mexique, l'Australie, le Vietnam, le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie saoudite. Dans les dictatures, où chaque utilisateur d'Internet est identifié par son adresse IP, y compris dans les cybercafés, ces systèmes permettent de repérer et d'arrêter les opposants. Ce développement est-il un simple signe de cynisme commercial ou a-t-il une autre signification? D'autres compagnies plus jeunes sont en train de se faire à leur tour une place au soleil du marché mondial des écoutes. Prenons par exemple NSC, Natural Speech Communication. La société a été fondée par Ami Moyal, avec le parrainage de Shabtai Shavit, l'ancien patron du Mossad, et a pour client la plupart des services secrets occidentaux. NSC répond à leur principal problème. Lorsqu'on est capable d'écouter des milliers de conversations simultanées, comment faire pour y trouver le morceau de conversation pertinent? Avec des outils aussi puissants, il n'est plus question d'écouter les enregistrements l'un après l'autre. Chaque jour, les grandes oreilles des stations d'écoute enregistrent des milliers d'heures de conversations sans intérêt. La seule façon de traiter une telle masse de données est la recherche par mots-clés. C'est justement l'objet du logiciel Keyword Solutions, KWS, que d'optimiser le processus d'analyse des conversations en affectant à chacune un degré de priorité. En fonction des mots utilisés, le logiciel effectue une sélection des enregistrements à écouter en priorité. Comme de surcroît ce logiciel comprend très bien la plupart des dialectes arabes, on voit tout l'intérêt pour les agences occidentales. L'emprise de Narus, Verint et autres NSC sur le marché mondial des écoutes évoque irrésistiblement un autre succès israélien en matière de logiciels de sécurité, Promis. Ce logiciel de lutte contre le crime et le terrorisme, dont Gordon Thomas a raconté la saga dans Histoire secrète du Mossad, était commercialisé par une filiale du groupe de Robert Maxwell, lui-même au service du Mossad. Il fut adopté par les services sécuritaires de nombreux pays, y compris au sein du bloc communiste. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'il comportait une porte dérobée permettant aux services israéliens de récupérer les données qu'il traitait. La découverte d'une possible implication israélienne dans les écoutes au sein de l'Union européenne en 2003 aurait pu provoquer un scandale médiatique et une grave crise diplomatique. Pourtant, il n'en a rien été. Selon un rapport du comité de contrôle des services secrets belges, l'affaire a été tranquillement étouffée. Lorsque les boîtiers d'écoute ont été découverts, le service de sécurité du Conseil a bien tenté de piéger les responsables. 2 jours après leur découverte, les boîtiers ont été remis en place et des caméras de surveillance ont été discrètement installées dans les cabines en question. Mais cette surveillance n'a rien donné et a dû être interrompue lorsque l'existence d'écoute a fuité dans la presse. De leur côté, les services secrets français, britanniques et allemands ont envoyé des équipes à Bruxelles. Celles-ci sont reparties chacune avec son boîtier d'écoute. Si des explications ont eu lieu avec les services israéliens, elles sont restées confidentielles. Quant à lui, le Bureau de sécurité, BDS, de l'Union européenne, a identifié 4 techniciens suspects
dont 2 avaient suivi une formation chez Comverse en Israël. Mais aucune preuve formelle n'a été recueillie à leur sujet. Officieusement, les agents du BDS se plaignent que cette enquête ne revêt aucun caractère prioritaire aux yeux de la hiérarchie du Conseil et se posent des questions. Pourquoi le Conseil n'a-t-il pas prévenu tout de suite les autorités judiciaires belges? Pourquoi s'en être référé au service des délégations visées? Pourquoi les différents boîtiers sont-ils emportés à l'étranger par les 10 services? Qui donne l'autorisation pour emporter les boîtiers? Selon leur enquête, la société Comverse, qui s'est rebaptisée Verint peu après l'incident bruxellois, est connue du service et serait détenue indirectement à 40% par le ministère de la Défense israélien. En juin 2001, son nom est cité dans une affaire d'espionnage aux États-Unis. Elle est accusée d'avoir introduit dans les logiciels d'écoute vendus aux services américains des portes dérobées permettant d'intercepter, d'enregistrer et d'emmagasiner les écoutes. Des accusations similaires ont été portées la même année aux Pays-Bas contre Comverse. En 2004, Interpol Washington indique aux services belges que Comverse fait bien l'objet de poursuites aux États-Unis pour faits d'espionnage. Toutefois, l'affaire n'aboutira pas à une condamnation, les poursuites étant abandonnées. Faute d'éléments concrets, le parquet fédéral belge a de son côté décidé de classer le dossier en non-lieu. Les différents services concernés, ainsi que la hiérarchie de l'Union européenne, ont préféré ne pas monter en épingle cette affaire, pour ne pas compromettre leurs relations de travail avec les services israéliens, alors que la menace terroriste islamiste reste plus forte que jamais. Dans les années 2010, les affaires d'espionnage au plus haut niveau entre pays alliés ont de plus en plus préoccupé les responsables des services de renseignement. Bien entendu, 2013 a été marqué par les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden sur l'espionnage par la NSA de responsables politiques et économiques européens. Mais en ce qui concerne la France, la NSA n'est pas seule dans la ligne de mire. En juillet 2012, le télégramme de Brest révèle que la présidence de la République a subi une cyberattaque entre les 2 tours de l'élection présidentielle de mai 2012. Cet incident a conduit la nouvelle équipe présidentielle à repenser de fond en comble le système d'information du palais de l'Élysée. Il fait suite à une autre cyberattaque menée en mars 2011 contre le ministère des Finances et attribuée officieusement à des attaquants chinois. Cette fois, les spécialistes de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dirigée par Patrick Payoux, un ancien de la DGSE, incriminent un pays allié. Évidemment, tous les regards se tournent alors vers la NSA. En avril 2013, Patrick Payoux et Bernard Barbier, alors directeur technique de la DGSE, demandent des comptes à leurs homologues américains qu'ils soupçonnent fortement d'avoir initié l'opération contre l'Élysée. La réponse se trouve dans une note interne de la NSA préparatoire au rendez-vous avec les Français. Elle sera dévoilée par Le Monde, qui a eu accès aux documents Snowden. Le service TAO, Tailored Access Operations, qui gère les cyberattaques au sein de la NSA, explique n'être pour rien dans l'opération et avoir interrogé les plus proches partenaires de la NSA, c'est-à-dire les agences américaines, plus celles du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont démenti toute implication. Curieusement, la note ajoute que le Mossad et l'ISNU, équivalent israélien de la NSA, n'ont volontairement pas été interrogés. Comme le décryptent Jacques Folloroux et Glenn Greenwald pour Le Monde, la NSA ne dit pas que le Mossad a mené l'attaque, mais semble néanmoins considérer comme nécessaire le besoin de mentionner l'existence d'un doute raisonnable à l'encontre de l'État juif. Rien n'a filtré du rendez-vous d'avril 2012 entre les responsables français et leurs homologues américains, mais il est bien possible que cette éventualité ait été mentionnée, avec toutes les précautions d'usage, ne serait-ce que pour lâcher aux Français un os à ronger.
Dans ce cas, la DGSE a certainement demandé des comptes à ses correspondants du Mossad. Et elle a certainement reçu la même réponse que nous ont faite nos sources israéliennes. Jamais le Mossad ne ferait une chose pareille contre un pays ami. Le précédent bruxellois de 2003 oblige pourtant à nuancer cette affirmation. Entre amis, ce genre d'affaires continuera à se traiter dans la plus grande discrétion.